chaque texte a sa capacité d'être vivant. C'est des textes qui sont extraordinaires de profondeur, mais la profondeur, si toi tu ne l'acquiers pas par ta propre expérience, ces textes restent hermétiques. Ils ne parlent Tout à pas. fait. Ils ne parlent pas. Ou sinon, tu prends juste une interprétation littéraire en fait du texte qui est très pauvre. Souvent, ces textes sont traduits par des sanskritistes qui ne sont pas ayurvédistes, on va dire, donc ils ne pratiquent pas l'ayurveda, et derrière, c'est très sec. C'est Ouais. extrêmement sec. J'aime beaucoup ce point que tu mentionnes et tout à l'heure, tu disais: «Ah, je suis bien occupé, je fais beaucoup de consultations». J'apprécie beaucoup aussi ce point parce que ça garde l'Ayurveda vivant. Ce n'est pas que des connaissances théoriques. Il y a des gens, ils ont des souffrances, ils ont des histoires. Mon Bien sûr. propre mentor, il m'enseignait, la Charaka Samhita, l'Ashtanga Hridayam. On avait notre petite classe là, avec le tableau puis le petit pointeur, mais le lendemain matin, ben, il y avait une filée de gens qui attendaient devant sa clinique. On prenait des pouls, un après l'autre. On voyait toutes sortes de gens, toutes sortes de cas et il me donnait un peu, la profondeur. Il disait: «Bon, voici les qualités de la théorie des Dhatu, voici ses limites, voici» on discutait des qualités et des limites des connaissances, non pas comme la Bible qu'il faille apprendre ou un texte qu'il faille apprendre par cœur et réciter comme étant la voix de Dieu, mais bien comme une étude, comme un une recherche compilée des gens qui sont venus avant nous, comme tu le disais. Puis Bien j'apprécie sûr. ce côté que tu sembles ancrer ta pratique ancrer tes connaissances dans la pratique, justement. Oui, oui, et pour moi, en fait, c'est toujours touchant de sentir qu'en tant que praticien en Ayurveda, on fait partie d'un héritage. C'est-à-dire qu'il y a clairement des gens qui, avant nous, ont fait certaines expériences. Ouais. Quand je regarde un texte et que je ne comprends pas, je ne remets pas en doute les personnes qui a écrit. Je me remets en doute moi dans ma capacité à comprendre intellectuellement, Ouais. mais aussi je me remets en question dans ma propre maturité et ma sagesse de vie que je n'ai pas encore peut-être acquise pour pouvoir comprendre en fait ce qui a été dit. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, pour cet épisode de discussion ayurvédique, me voici en compagnie de Vaidya Narendra Das. Enchanté, Vaidya Narendra Das. Content de te recevoir aujourd'hui. Merci de me recevoir. Alors, on s'est parlé un peu avant l'enregistrement. On a convenu que nous allions nous tutoyer, mais bien que je demeure légèrement intimidé par ce titre que je respecte beaucoup de Vaidya. Narendra Das est un détenteur d'un diplôme qui se nomme BAMS, Bachelor in Ayurveda Medical and Surgery, Medicine and Surgery, ce qui est assez rare. Et après conversation, je vois que son background, son histoire est encore plus large. Donc, c'est très intéressant. Je suis très honoré de te recevoir dans mon petit podcast. Eh ben, c'est un plaisir. Écoute, moi, je pense que l'Ayurveda a besoin vraiment comment dire, a besoin de trouver ses canaux en fait d'enseignement et que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font de l'Ayurveda déjà sans le savoir et qui n'ont pas vraiment de diplôme. Et puis effectivement, il y a des gens qui sont plus ou moins diplômés et le BAMS, au-delà du fait que ça soit le diplôme, si tu veux, de base en Inde pour tout médecin en Ayurveda qui se respecte, euh, 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 certifie quand même une certaine authenticité, mais ça ne veut pas dire que les personnes détenteurs d'un BAMS sont aptes à soigner et à transmettre l'Ayurveda. Parce qu'effectivement, c'est un diplôme, certes, mais on voit de tout et de rien. Et dans ma carrière, j'ai vu des gens qui n'avaient aucun diplôme, et on en parlait hors antenne tout à l'heure, notamment des personnes qui viennent de tribus et de lignées ancestrales et qui n'ont aucun diplôme, et que j'ai vu bien plus, comment dire, bien plus érudits en fait que la plupart de mes enseignants qui eux-mêmes avaient des diplômes supérieurs, donc ce qu'on appelle le MD, et puis le PhD qui reprend un peu les graduations universitaires, on va dire, anglo-saxonnes.
Voilà, et ça a été mon premier étonnement, si tu veux, et comme on en parlait hors antenne, je pensais qu'en fait, pour devenir médecin ayurvédique, on avait besoin d'un diplôme. Or, il y a des gens sans diplôme qui, depuis des générations, en fait, sont les détenteurs dans un espèce d'héritage, si tu veux, d'une connaissance qui est mais au-delà de ce qu'on peut imaginer, au-delà même de ce qu'on peut trouver dans les textes et qui sont. Voilà, ça a été ma première claque, si tu veux. Voilà, donc bien sûr, je suis honoré d'avoir ce diplôme et que tu m'annonces comme ça, mais voilà, je rencontre même des gens, même parmi mes élèves, des personnes qui, pour moi, l'Ayurveda, c'est pratiquement une manière de regarder, de sentir le monde, Mhm. et chacun dans son ressenti, dans sa manière de regarder le monde, peut être extrêmement puissant. Au-delà en fait du diplôme qui organise bien sûr la connaissance, enfin le savoir on va dire plutôt, pour que la personne soit compétente en fait à donner du soin ou à donner du conseil ou à transmettre. Voilà. Et ça, si tu veux, je trouve que l'Ayurveda amène assez naturellement une forme d'humilité puisque c'est une connaissance qui est sans fin en fait, hein, Anadi, Ananta, Nitya, hein, dans les textes, donc qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, qui est éternel, et qui, au fur et à mesure de sa propre expérience, se valide, se transforme et nous ouvre en fait à vraiment ce rapport à la vie en fonction de la progression de la conscience ou du développement de sa propre conscience. Oui, tout à fait. Ça rejoint mon discours quand je parle souvent de savoir et de savoir-faire. Donc, il y a le savoir, l'érudition intellectuelle qu'on obtient avec le BAMS. Il y a le savoir-faire qui parfois dépasse le savoir, mais il y a aussi des savoirs qui sont bon, connectés à la nature, plus expérientiels. Je parle aussi des Natu Vaidya en Inde. Donc, l'Ayurveda, pour moi, c'est une compilation d'un savoir autochtone, d'un savoir qui vient de la terre, qui vient des gens qui l'ont habité, qui vient de civilisations euh, multiples et encore plus anciennes que ce qu'on a conscience aujourd'hui en Inde. Donc, je vois ça comme toutes sortes de rivières qui se sont... on a récupéré leurs eaux pour faire le fleuve de l'Ayurveda, qui est je crois, une standardisation nécessaire à sa communication, un espèce de langage commun qui, je pense, a pérennisé les pratiques thérapeutiques et vient sauvegarder des lignées qui seraient plus ténues sans cela, qui seraient un peu plus... qui peut-être s'éteindraient avec le temps. Mais je pense qu'il y a ce travail continu de justement se réabreuver de ces affluents. Et aussi, bon, l'Ayurveda est déjà méconnu, les gens ont quelques notions, mais je pense que la profondeur de l'Ayurveda, on la pressent, les gens la nomment, mais elle n'a pas été encore je dirais, découverte, appréciée du grand public. Donc, le yoga, c'est la même chose, mais je dirais que l'approche du yoga, c'est un peu plus développé en Occident que l'Ayurveda, qui est un peu moins accessible, à mon avis. Mm. Euh, mais c'est intéressant d'explorer tout ça. Puis, je serais curieux de savoir comment, tout à l'heure, tu nous parlais euh, on parlait hors de l'antenne, de cette recherche de la lecture du pouls qui était Oui. moins intégrée. J'étais surpris d'apprendre parce que je sais que c'est enseigné au moins partiellement dans le BAMS, mais c'est pas du moins, il semble que ça ne soit pas intégré, la fameuse lecture ayurvédique du pouls, Mm. ça ne soit pas intégré autant que je ne le croirais dans le corpus. C'est une transmission qui est avant tout théorique et textuelle, parce qu'il y a déjà peu de gens qui la maîtrisent et qui l'utilisent réellement. La plupart, moi, des enseignants, quand on pratiquait en clinique, ils prenaient le nombre de pulsations à la minute, et bon, s'ils chopaient deux, trois infos comme ça, bon, ça court un petit peu vite, ou ça va un petit peu lentement, c'est profond, ou c'est de surface, voilà. Et derrière, ils arrivaient à bricoler avec du Vata Pitta Kapha, et puis à en tirer quelque chose. Alors bien sûr, nous, on en demandait toujours plus, mais on voyait bien qu'il y avait un frein. Souvent, alors le frein qui était affiché déjà chez certains professeurs comme une notion de secret. Voilà, c'est secret, on n'en parle pas plus. Mais en fait, petit à petit, quand même, en allant chercher un petit peu et puis en voyant aussi pratiquer ces personnes, au-delà du secret, il y a aussi clairement en fait un manque de compétences. Et ça, j'ose le dire en antenne, il y a clairement un manque de compétences. Voilà. Donc, faut pas avoir peur de dire, bah en fait, on ne sait pas, je ne sais pas. Voilà.
Et comme tu le disais, bien sûr, moi j'ai été touché par ce même documentaire Ayurveda Art of Being, où on voit un petit monsieur, d'ailleurs, je pense du Tamil Nadu ou du Kerala, très pétillant, qui prend le pouls et qui tire des informations assez incroyables. Et un de mes buts quand je suis parti en Inde, c'est de me dire, bah, en fait, c'est ça que je veux apprendre. Et puis quand Incroyable. et ouais, et puis tu arrives à l'université, tu parles un petit peu à tes aînés, à tes seniors qui sont là et qui, eux, sont en train de finir BAMS. Tu dis: «Bon, bah, où c'est qu'on apprend le coup?» Et là, ils rigolent, ils disent: «Écoute, ça sera certainement pas là». Nous, on l'a pas vraiment appris et derrière, même au sein même de l'université, le fait que l'Inde est en train et comment dire, à créer et à organiser la connaissance de l'Ayurveda, et la structurer autour d'un syllabus, et puis d'un programme, pour lui donner une légitimité et pratiquement, de calquer, si tu veux, la mouvance allopathique, et le cadre universitaire allopathique. Bon, le pouls, quelque chose qui ne peut pas être reproduit, qui n'est pas reproductible, voilà, bon, ça fait office un peu de truc de rebouteux, comme le magnétisme ou je ne sais quoi. Et derrière, il n'avait pas intérêt à réellement l'intégrer. Il faisait un peu la chasse aux sorcières pour pouvoir se donner du sérieux et du crédit, en fait, hein. Donc, bien sûr, certains enseignants avaient quelques bribes, mais en fait, j'étais assez déçu. J'ai cherché, cherché, cherché. Et au tout début, il y avait un étudiant russe qui était là et qui me disait: «Écoute, le pouls, moi, j'ai cherché pendant 3 ans en Inde. Il a arrêté son BAMS même pour aller chercher différents et il a trouvé Mmh. quelques Védias, mais c'était extrêmement difficile de rentrer, en fait, dans le, comment dire? Dans le secret, en fait, de ces Védias. C'était pas évident qu'il le prenne sous son aile et il avait enfin trouvé, un Védia qui s'appelait, comment il s'appelait? Il était de Mumbai. Bon, il est décédé il y a de ça quelques années, il a appris à ses côtés et après il est revenu à Jamnagar, finir ses études et il était évident qu'il y avait une réalité dans le pouls assez incroyable. Il lisait le pouls, d'une manière assez extraordinaire. Et ça m'a motivé à me dire: «Bah, il y a quelque chose en Inde quand même à trouver». Mais dans l'université elle-même, Assez peu. c'est pas là qu'il faut chercher, en fait. C'est pas là qu'il Ça m'étonne, je savais pas à quel point, mais quand j'y réfléchis, les gens avec qui je suis en contact, mon propre mentor, lui, il m'avait dit aussi avoir fait sa tournée, des grands-ducs de l'Inde pour trouver ses enseignements du pouls. Il m'a transmis une connaissance dont il prétendait qu'elle venait justement, la personne dans le documentaire The Art of Being, c'est Brahmanand Swamigal et lui, je crois qu'il avait son BAMS, j'en suis pas certain, mais c'était un praticien de la lignée Siddha. mmh, Et je suis allé le rencontrer, mais il était décédé lui aussi. mmh, Donc j'ai rencontré son fils. Mais donc, il était d'une lignée Siddha, qui est une autre tradition, assez majeure là, pour nos auditeurs, de pratiques, qui s'apparentent à l'Ayurveda, qui, d'après moi, un grand affluent de l'Ayurveda. Mais c'est quand même incroyable parce que, on a été motivés par le même type, je crois qu'il inspire beaucoup les gens dans ce documentaire là. C'est un peu oui. le Yoda du documentaire là, puis, il nous, heu, il nous a inspirés tous 2 des explorations un peu plus, aux racines de l'Ayurveda, je dirais. Et présentement, je suis en relation avec Docteur Grishma qui pratique à Kovalam. Elle aussi, ben, je crois qu'elle l'a appris à l'université, mais j'ai pas gratté un peu, bon, qui lui a enseigné, et cetera. Elle est de l'université de Bangalore, mais elle a aussi son grand-père. Donc je sais pas, je sais que son grand-père était praticien du pouls. Elle a entre guillemets, un espèce de don qui lui viendrait de son grand-père. Et donc, il y a cette composante dans la lecture de pouls qui est de la lignée de la tradition orale, si on peut dire, ou de la transmission directe. Et donc pour ta part, est-ce que tu as trouvé quelqu'un pour te l'enseigner? Est-ce que tu as fini par, Oui, bien sûr, en bas connecter, de lignée Siddha, hein, puisque je pense que la lignée Siddha est pour moi, la lignée qui garde encore, si tu veux, quelque chose de proche des enseignements tribaux, mmh. ancestrales, avant même en fait, l'infiltration de la culture védique en fait dans l'Inde et dans le sous-continent indien.
et qui gardent un rapport très chamanique et animiste en fait à la vie, à la nature et à ses lois, et qui ont très très vite, si tu veux, embrassé ce qu'on appelle le tantra et toute sa cosmogonie et toute sa symbolique du côté solaire et lunaire et du féminin, du masculin, du chaud, du froid, de l'humide, du sec, et qui ont très vite, si tu veux, ordonné même la pratique même du pouls en fait dans le flux de la vie, et qui ne l'ont pas départi en fait de ce contexte-là. Et tout Hmm. à l'heure, je voulais revenir sur ce que tu disais, sur le fait qu'effectivement le yoga c'est peut-être plus facilement infiltré dans nos sociétés que l'Ayurveda, mais je pense qu'il n'y a pas de hasard à ça. Je pense que le yoga et la pratique du yoga préparent notre culture et les gens à pouvoir créer une plateforme pour recevoir l'Ayurveda. Puisque pour moi, en tout cas, j'en suis persuadé aujourd'hui, c'est par la pratique du yoga et de certaines pratiques tantriques d'ouvrir la conscience, qu'on peut ouvrir son corps des sens et son corps sensible et Mhm. comment dire, vivre l'Ayurveda en fait. Mhm. Ok. Cette vivance de l'Ayurveda, pour moi, elle est fondamentale puisqu'elle est aux racines même de sa compréhension. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Et dans les traditions Siddha, par exemple, la pratique de l'alchimie interne et externe, donc par la matière, d'accord, avec les métaux, les minéraux, les plantes, et d'essayer de reproduire la vie à l'extérieur, mais la pratique alchimique intérieure, du travail du souffle, des points d'énergie, de l'attention, et de pratique aussi on va dire pratiquement de possession par des shaktis, par certaines entités, fait partie, si tu veux, de cette reconnaissance de ce flux de la vie et de notre capacité de se brancher directement sur la source même en fait de l'Ayurveda. C'est extrêmement intéressant. J'avais jamais vu cette relation comme ça, que le yoga pouvait nous préparer euh, à recevoir, nous mettre dans, simplement dit, peut-être aussi nous mettre dans une disposition adéquate pour ressentir les gunas, pour ressentir les, les aspects ayurvédiques. Si tu veux, l'Ayurveda, bon, sa traduction la plus simple, c'est la connaissance de la vie. On Oui, ne parle pas de médecine, oui, on parle de connaissance de la vie. oui. Si tu veux connaître la vie, tu peux avoir tes oreilles, ton nez, ta bouche, goûter, sentir des choses, et puis tu vas pouvoir explorer une certaine plateforme. Plus tu vas aiguiser tes sens, ou même apprendre à t'extraire de ces sens, et plus la dimension enfin, le socle sur lequel tu vas faire ton exploration va s'agrandir. Tu comprends ce que je veux dire? Je trouve ça extrêmement rafraîchissant parce que j'enseigne cela, puis j'essaie de l'exprimer, puis je trouve ça le fun d'avoir un autre écho de cette notion. Tu mentionnais tout à l'heure que parfois même certains de tes élèves avaient, euh, sans avoir nécessairement des années d'études, avaient une, euh, une qualité dans leur application de l'Ayurveda Oui, supplémentaire. Je pense que ça a trait à ça. C'est cette lucidité, cette présence, cette compréhension intime des doshas, qui passe pour moi beaucoup par les gunas, parce que les gunas, c'est puis que ça soit notre corps. Là. Et d'ailleurs, en Ayurveda, je mentionne souvent qu'on se servait auparavant davantage des portions du corps, donc les angulas, tout ça, même les unités de mesure, c'était le corps. Donc, nous sommes la référence. C'est froid lorsque nous avons froid, c'est chaud lorsque nous avons chaud. Euh, et de retrouver, je trouve qu'il y a un élément très important dans l'Ayurveda. C'est pas la totalité de l'intérêt de l'Ayurveda pour moi, mais d'affiner notre instrument qui est notre corps, de retrouver notre cadre de référence qui est nous-mêmes. C'est à la fois, je pense, une réponse ou un retour à soi qui est nécessaire dans une société où on est allé beaucoup trop à l'opposé de cela. On est à l'extrême, je dirais, opposé de tout ça, et les gens cherchent déjà à revenir à quelque chose d'un peu plus humain, un peu plus revenir dans leur humanité.
et de se servir du corps comme instrument d'évaluation de la vie. C'est extraordinaire. Mais bon, c'est simplement dit comme ça. Je pense que ça mérite aussi d'étudier un peu, puis Bien justement sûr. de plonger un peu dans l'Ayurveda pour... Oui, il faut les 2 en fait, si tu veux. Il y a des gens qui sont passés avant nous sur ce chemin. Quand tu lis la Charaka Samhita ou Sushruta ou Ashtanga Hridaya ou Sangraha, tous ces textes-là, tu vois que des gens sont passés en fait sur des chemins, ont clairement communiqué aussi par ces chemins. Et en fait, tu t'aperçois que quand toi-même tu fais ta propre expérience, ce qui est dit dans ces textes prend du sens. Tu vois. Et ça, ça a son importance. Ouais, Ça a tout à fait. vraiment son importance, parce que si tu lis le texte sans ta propre expérience, pour moi, chaque texte a sa capacité d'être vivant. C'est des textes qui sont extraordinaires de profondeur, mais la profondeur, si toi tu ne l'acquiers pas par ta propre expérience, ces textes restent hermétiques. Ils ne parlent Tout à pas. fait. Ils ne parlent pas. Ou sinon, tu prends juste une interprétation littéraire en fait du texte qui est très pauvre. Souvent, ces textes sont traduits par des sanskritistes qui ne sont pas ayurvédistes, on va dire, donc qui ne pratiquent pas l'ayurveda, et derrière, c'est très sec. C'est Ouais. extrêmement sec. Et, J'aime et beaucoup ce point que tu mentionnes. Et tout à l'heure, tu disais, ah, je suis bien occupé, je fais beaucoup de consultations. J'apprécie beaucoup aussi ce point parce que ça garde l'Ayurveda vivant. Ce n'est pas que des connaissances théoriques. Il y a des gens, ils ont des souffrances, ils ont des histoires. Mon bien sûr, propre mentor, il m'enseignait la Charaka Samhita, l'Ashtanga Hridayam. On avait notre petite classe là, avec le tableau puis le petit pointeur, mais le lendemain matin, ben, il y avait une filée de gens qui attendaient devant sa clinique. On prenait des poux un après l'autre. On voyait toutes sortes de gens, toutes sortes de cas. Et il me donnait un peu la profondeur. Il disait, bon, voici les qualités de la théorie des Dhatu, voici ses limites, voici on discutait des qualités et des limites des connaissances, non pas comme la Bible qu'il faille apprendre, ou un texte qu'il faille apprendre par cœur et réciter comme étant la voix de Dieu, mais bien comme une étude, comme un- une recherche compilée des gens qui sont venus avant nous, comme tu le disais. Puis bien j'apprécie sûr. ce côté que tu sembles ancrer ta pratique ancrer tes connaissances dans la pratique, justement. Oui, oui, et pour moi, en fait, c'est toujours touchant de sentir qu'en tant que praticien en Ayurveda, on fait partie d'un héritage. C'est-à-dire qu'il y a clairement des gens qui, avant nous, ont fait certaines expériences. Ouais. Quand je regarde un texte et que je ne comprends pas, je ne remets pas en doute les personnes qui a écrit. Je me remets en doute moi dans ma capacité à comprendre intellectuellement, Ouais. mais aussi je me remets en question dans ma propre maturité et ma sagesse de vie que je n'ai pas encore peut-être acquise pour pouvoir comprendre en fait ce qui a été dit. Parce que quand tu lis en fait ce qui a été posé dans ces textes, donc c'est ce qu'on appelle des shlokas. Hein. Les shlokas sont des phrases réduites, comprimées, qui doivent être, si tu veux, dans nous, justement Mhm. avec notre propre expérience, ouverts en fait Ouais. à de nombreux contextes. Et pour moi, un Vedya, enfin pas pour moi, mais aussi dans les textes, un Vedya, c'est celui qui a la connaissance, pas nécessairement du texte en lui-même, mais dans sa capacité à ouvrir le shloka et à le mettre en pratique, ce shloka, dans différents contextes, avec différentes personnes, à différents Mhm. moments, dans différentes cultures. Ok. Pas juste l'Inde ou pas juste avec des plantes qui viennent à tel endroit, partout en vérité. Et la connaissance de la vie, elle est clairement là. Oui, l'universalité de l'Ayurveda est importante. Il faut Oui, savoir désindianiser l'Ayurveda à la limite lorsque nécessaire. Puis, si tu veux bien, on pourrait revenir aussi à cette histoire euh, qui est toujours à découvrir davantage. Donc, tu mentionnais le contact avec la lignée Siddha. oui. Et comment est-ce que tu as trouvé ton mentor Siddha ou comment est-ce que tu as pu apprendre la lecture du pouls? Ça s'est fait dans quel contexte? Donc, ce n'était pas à l'université de Jamnagar. Non. Alors, en fait, je l'ai rencontré. Alors, l'histoire est assez complexe, mais pour faire très court, il y avait à Jamnagar, on avait un cours d'introduction de 3 mois.
D'accord. où il y avait des gens qui venaient chaque année étudier un peu l'Ayurveda en 3 mois, donc du monde entier. Et un jour, il y a un Indien, enfin un Français d'origine indienne, qui OK. venait d'Alsace, qui venait de Strasbourg, Dr Kaushik Gupta, Mhm. qui vient me voir et qui me dit, écoute, est-ce que il y a quelqu'un ici qui nous apprend le pou? Parce qu'en fait, on ne le voit pas. Je dis, bah écoute, ici, tu as l'université, on n'apprend pas le pou. Voilà, j'ai essayé moi-même, il y a beaucoup de gens qui ont essayé, et puis ça ne marche pas comme ça. Donc lui, il s'est mis en route aussi en Inde pour trouver en fait des gens qui lisaient le pou. Et il est tombé sur Shivananda Vedyar, donc mon futur maître, donc il lui a demandé de lui apprendre le pou. Mon maître a refusé, mais mon maître a compris qu'à Jamnagar, c'est-à-dire la plus grande université d'Ayurveda au monde, pratiquement avec celle de Bénarès, la plus, comment dire, avec le plus de notoriété, en fait, Prestigieuse. prestigieuse, n'apprenait pas le pou. Et lui, dans sa tête de Vedya Siddha, c'était inconcevable. Donc, il a voulu aller sur place. Et c'est au moment où enfin, de fil en aiguille, il a trouvé quelqu'un qui pouvait l'amener à Jamnagar et à l'introduire à l'université, qu'il a donné son premier cours sur le pou, dont j'ai fait partie. Et Mais ton ça, maître, il était où dans tout ça, lui? alors lui, il est nulle part. Parce qu'il D'accord. fait partie la lignée du Lada Vidya et la lignée de ceux qui bougent, donc comme les Charaka. Hein, la Charaka, c'est ceux qui bougent. Ce sont des Le médecins, vagabond. c'est Charaka des le vagabonds. vagabond. Et à l'époque, tu sais, on parlait de lignée royale dans les Ashtavidya. Pourquoi les Ashtavidya étaient liés aux lignées royales? C'est parce que les rois à l'époque, par éthique et par souci de bien traiter leur peuple, s'arrogeaient les services en fait des meilleurs Védias et les sponsorisaient pour rester en fait dans leur royaume. Ok, c'était comme ça en fait que ça marchait. Donc il y avait un patronage, si tu veux, des Ouais. rois et des seigneurs, des maharajas, pour s'accaparer les meilleurs Védias pour qu'ils restent et soigner leur peuple. C'était des gens qui avaient souci de la santé de leur peuple. Ok, et les Charaka sont des lignées de médecins qui bougent, puisque souvent, les Védias bougeaient d'un état à un autre, puis en fonction des saisons, et puis ils étaient mandatés par, un, par un roi qui prêtait ses Védias à un autre roi, dans des histoires de géopolitique voilà, qui nous échappent. Mhm. Voilà, c'était comme ça que ça se passait. Et donc, le Ladavidya, cette lignée en fait Siddhar qui a gardé ce côté nomade, quand moi j'ai connu mon maître il était encore nomade à l'époque, donc il bougeait. Et il bouge toujours d'ailleurs, donc il a une routine depuis presque 30 ans maintenant, où il passe quelques jours au Kerala, quelques jours dans le Gujarat, quelques jours dans le Maharashtra, quelques jours dans le Goa. Il a comment dire, une routine, si tu veux, sur un mois, où il fait toujours les mêmes endroits depuis 30 ans, tous les mois. Et il est 5 jours chez lui par mois, où il voit sa famille, il fait quelques préparations, et puis après il repart. Incroyable. Voilà. Et Donc, lui, il était de passage donc à Jamnagar en tant alors, qu'enseignant ou? il a décidé, parce que pour lui c'était inconcevable qu'on n'étudie pas le pou à Ouais. Jamnagar, donc dans son élan enthousiaste, si tu veux, il est monté à Jamnagar et puis il a donné son premier cours. Et pour moi, ça a été une révélation. J'attendais ça en fait, j'attendais que ça. Derrière, voilà, j'expliquerai pas trop, mais ça tiltait tout de suite entre nous. OK. Et derrière, j'ai souhaité en fait le suivre. Et vu que j'étais en internat, en internship à l'époque, je me suis évadé de l'université pour le rejoindre d'une manière assez fortuite chez lui. Alors à l'époque, je ne savais pas qu'il bougeait tout le temps. Et je suis tombé les 5 jours où il était chez lui, par chance, on va dire. Et OK. lui, si tu veux, en me voyant arriver là, ça l'a beaucoup touché, il a vu ma motivation et il m'a pris sous son aile. Et à partir de là, on a commencé en fait à Ah, explorer le Kerala ensemble. Je l'ai suivi dans ses tournées
et puis derrière a suivi des enseignements profonds en fait sur le pouls, sur le tantra, sur certaines voies en fait qui amènent à explorer son sensible pour maîtriser le pouls. Le pouls demande, en tout cas dans la lignée dans laquelle je fais partie, demande une certaine maîtrise de son sensible pour Mhm. pouvoir, comment dire, pour pouvoir pratiquer le Ressentir. pouls. Voilà, et pour le sentir en fait. Hein. Voilà, donc c'est Mais comme ça. il était accepté par l'université de Jamnagar comme Non, professeur ou il enseignait un peu en périphérie, un peu en- comme venez faire un stage avec moi. Et comme on le disait hors antenne, c'est quelqu'un qui n'a pas de diplôme. Donc il n'est pas pris OK. au sérieux par les gens qui sont diplômés, alors Uh-huh. qu'il a des connaissances, mais 1000 fois plus profondes que la plupart des enseignants qu'il y avait à l'université, en fait. Mais il y OK. a un espèce de truc un petit peu dans l'ambiance des castes à l'indienne, Oui, où oui. t'es un homme des bois et t'as pris dans la forêt. Nous, on a appris sur les bancs de l'école devant des ordis. Donc, si tu veux, c'est pas toi l'homme de la forêt qui va nous Oui, apprendre oui. comment faire de l'Ayurveda, tu vois. Le Alors Natu que Vaidya Vaidya, un peu le côté bourgeois, le côté c'est ça, autochtone. c'est ça. Je vois, je vois. C'est très intéressant. Donc lui, il était là, à la limite, un renégat qui vient récupérer un peu quelques élèves en périphérie. Il Ah non, enseignait quoi, dans un café ou non, non, lui, il ne voulait pas récupérer des élèves. Il comment il voulait a fait pour... réellement partager sa connaissance du pouls et montrer que ça existe et qu'il y a des techniques ancestrales qui sont encore actives et des techniques qui marchent. Et donc, il l'a fait, c'était un enseignant à moi qui était lui aussi dans une lignée tantrique et qui avait invité Ah, donc Guruji à venir enseigner. Il l'a fait lui, il avait une clinique privée à Jamnagar et ça s'est d'accord. fait dans sa clinique privée en dehors du campus Ah, OK. universitaire. C'est lui qui a fait la courroie de transmission, Et parce que sinon, comment il pouvait même s'annoncer aux élèves? Et toi, ça t'a pas fait recaler tes études? non, T'as pu jouer à la fois à l'école buissonnière, mais poursuivre ton oui, corpus traditionnel. ouais, tu sais, c'est à l'indienne, hein, je vais dire. J'ai dit à deux, trois potes de signer à ma place le registre de ma présence dans les départements d'exploration qui ne m'intéressaient pas trop, tu vois, OK. la chirurgie ou des choses que je savais que j'allais pas pratiquer en France. Oui, ils La commencent avec de la chirurgie, quelle histoire, et ils font une spécialité pour faire panchakarma après, c'est incroyable. Voilà, et du coup, si tu veux, bah, je me suis dit, bon, ben, j'ai plus à gagner d'aller apprendre c'est ça d'une manière incroyable et improbable que de rester en internship avec des trucs un peu, tu vois, Un peu barbant. barbants, quoi, tu vois. J'adore, j'adore. Et ça fait penser à un des premiers occidentaux qui a eu son BAMS. C'est un peu la même histoire avec Robert Svoboda, Ah bah oui, qui lui aussi a eu son gourou tantrique. Et donc, il y a eu les enseignements de la main droite, les enseignements de la main gauche. Puis avec les deux, ben, on fait... Masté, ouais. Bah, c'est ce qui c'est m'est arrivé aussi. J'ai eu des enseignements de incroyable. la main droite et surtout de la main gauche. Et je suis, si tu veux, non seulement je suis parti pendant mes études étudier ça, mais après je suis revenu en Inde aussi plusieurs fois pour continuer en fait. Hein. Voilà, et là, dernièrement, j'ai été encore en hiver, à l'hiver 2024, j'y étais encore. Voilà. Et puis, bah, à chaque fois, ce qui est transmis, t'en as pour une vie. Je veux dire, et et oui, c'est des choses, si tu veux, où après, une fois que le maître t'enseigne, tu sais que plus de théorie va ne te servir à rien. Il t'encourage à maturer dans ton propre Ouais, processus de vie, et c'est parce que tu matures dans ton processus de vie que peut se décanter l'enseignement théorique et ouais. s'assimiler en fait des bases que tu pensais avoir et que ben, tu revisites encore et encore au fur et à mesure où toi-même tu ouvres ta Mm. perspective de la vie et ta connaissance de toi en fait. Mhm. Donc à chaque fois, c'est très fort et souvent il transmet peu de choses, mais ce qu'il transmet déjà dans la présence Ouais. et puis dans l'écoute, parce que je ne parle pas leur langage. Hindi nahi jante ho? Torah, Torah, Valétienne, ils parlent un peu hindi, mais eux, ils parlent, comment on appelle ça? Gujarati? Non, non, Manachi Nodi. C'est Ah, un langage en fait de médecine
OK. qui est un baragouinage entre le tamoul, le kannada, Ouf! le malayalam et le toulou. OK. Ça doit être incompréhensible. En Bah plus, c'est oui, des langues complètement d'une autre racine. C'est des. bah, c'est des langues dravidiennes, Mhm. tribales. Voilà, donc déjà, quand lui, il fonctionne beaucoup avec les tribaux, hein, il y a beaucoup de tribaux qui viennent le voir. Donc en OK. consultation, tu peux parler l'hindi, lire le sanskrit, c'est brasse coulée. Donc es obligé, t'es obligé de développer d'autres capacités en Mhm. fait Ouais. pour savoir comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Et de temps en temps, si j'ai de la chance, il me fait Narendra Das, hop, il me fait lire le pouls, et là, il me parle un peu en hindi, et puis on arrive à. Voilà, et des fois, il me OK. donne des bribes, etc. Quand il y a quelqu'un avec de l'éducation et qui parle anglais, ben, j'arrive aussi à faire un transfert. Mais il OK, faut savoir, ton propre gourou, il parle pas anglais, là. non. Fait que vous parlez par le langage Alors, de la personne et par le quelques langage, bribes. par le langage du cœur déjà. Et ça, je Wow! peux souligner une expérience assez extraordinaire que j'ai eue avec lui les premiers temps. C'est que les premières fois où je suis venu le voir, il y a un moment sur, on va dire, une bonne quinzaine de jours, dans le début de ma transmission, à un moment on se comprenait. Je parlais français, il me Ouais, ouais, comprenait, ouais. il parlait son langage tribal et je le comprenais. Et ça Ouais, ouais, passait ouais. par le cœur, c'était presque de la transmission, tu vois, ça passait par là, tu vois. Uh-huh. Et c'était un langage qui se reflétait en 3D, tu vois, dans ta Mhm. substance, et qui derrière était un langage, le langage de la connaissance, un langage universel, tu vois, que je pouvais comprendre et que lui, bien sûr, comprenait, et c'était extrêmement fort. Wow! Quel Et à un moment béni. moment, ça s'est étiolé, il y a eu OK. des petits moments où c'est revenu, et OK. là, ces derniers temps, il nous faut vraiment des traducteurs pour qu'on se comprenne. Incroyable comme histoire. C'est quel wow! Quelle révélation. Merci. C'est un moment béni comme ça. C'est ben, un moment, c'est pas qu'un moment, mais je veux dire, c'est quelque chose, là. Donc j'imagine à peine la scène où tu arrives, à sa maison, puis que tu parles pas son langage, puis que tu es juste en train de dire, il comprend pourquoi tu es là, mais tu sais, je veux dire, Eh tu devais ben, être un peu, écoute, désemparé de te faire ce qui comprendre. était, oui, là où ça l'a désemparé, c'est que vu qu'il commençait à donner des cours de la tradition du Lada Vidya, et vu que c'est pas du tout comme ça qu'on fonctionne en Gurukul, il se posait la question, est-ce que je continue exclusivement à aller dans les universités à donner des cours, ou est-ce que je continue en fait en lignée, en enseignant aussi des gens particulièrement. Mmh. Quand je suis arrivé, il avait cette réflexion, il venait de faire un rêve, et quand je me suis montré devant sa porte, il m'a dit, j'ai ma réponse. Oui, Voilà. parce qu'on idéalise beaucoup, les gourous, mais en fait, ils ont besoin de nous tout comme on a besoin d'eux. Et bien sûr, et bien sûr, c'est comme je te disais, moi j'apprends avec certains de mes élèves beaucoup plus que ce que j'ai appris Ouais, des fois avec certains de mes enseignants. ouais. J'ai des élèves qui, par leur sensibilité et leur particularité, leur individualité, me permettent des fois d'assimiler des concepts que moi-même je n'ai pas encore, tu vois, OK. assimilés. Et je pense qu'en tant qu'enseignant, il y a une vraie bénédiction à être en capacité d'enseigner et d'avoir la chance d'élèves engagés capables de recevoir l'enseignement, puisque au Oui, moment où ils reçoivent l'enseignement, tu, en tant qu'enseignant, deviens élève à nouveau. ouais. Enfin, on est toujours élève, mais et du coup, Ouais, non, je comprends. tu vois, de canaliser des choses. Enfin, je pense que parmi les auditeurs qui nous écoutent là, enfin, et pour toi et pour moi, on a tous eu ces expériences d'humilité où à un moment, euh, la personne à côté de nous nous apprend plus alors qu'on est censé être en position, nous, d'enseigner Ouais. voilà. Et mon maître à ce titre-là me disait, Shiva peut prendre n'importe quelle forme et tu ne sais jamais qui tu as à côté de toi. Mmh. Ouais, bien sûr. Ou quelle sagesse va traverser une personne ou, mais ne serait-ce que d'avoir quelqu'un pour recevoir, si ce n'était que pour recevoir le cadeau qu'on souhaite donner au monde ou, la mission qu'on souhaite se donner de transmission,
de rendre notre travail utile, ben, aussi, il faut quelqu'un pour le recevoir. Mais si en Oui. plus on peut recevoir des informations ou des enseignements à notre tour, ben, c'est encore plus grandiose. Mais il y a une notion qui traverse un peu ton histoire qui m'est chère, c'est que cette relation qui est très galvaudée, bon, le terme gourou, j'utilise le mot mentor ici en Occident parce que gourou, ça porte trop tu sais, une vibration style ordre du temple solaire là, et suicide de masse ou contrôle de la pensée. Oui, hélas, oui, on en rigole, mais c'est vrai que c'est pas drôle. Non, c'est complètement brouillé. Et puis, moi, je trouve que dans la relation gourou-shishya, il y a quelque chose de l'ordre de la relation amoureuse, Bien sûr. la relation d'amitié profonde, une espèce de clic. On tombe en amour mutuellement, et on s'aime, et ensuite, c'est ça, il y a je sens qu'il y avait quand tu mentionnes ça a cliqué entre nous d'une façon que, bon, ça demande des poèmes pour expliquer. Ben, il y a ça aussi c'est très beau, en fait, cette Mais tu as relation, raison cette de le fraternité. souligner. Toutes les traditions siddha, pourquoi elles sont secrètes? Parce que tous leurs textes sont sous forme de poèmes. Mmh. Il n'y a aucun texte qui n'est pas sous forme de poème. Et ce poème est un langage, on appelle ça twilight language. Non, c'est ce qu'on appelle Sandhya Bhashya. C'est le langage du crépuscule. C'est un langage OK. crépusculaire sous forme poétique Ouais. qui convie un sens caché, entendable par le cœur. Ouais, ouais, ouais. Et dans la relation amoureuse que tu soulignais très juste entre un gourou et son shishya, il y a une relation d'amour, Mmh. il y a une notion d'hydratation. On s'hydrate mutuellement et le langage de la connaissance, à ce moment-là, prend le langage de la poésie. Et pourquoi les textes SIDA sont extrêmement hermétiques? C'est ceux et celles qui ne comprennent pas le langage de la poésie et qui ne sont pas amoureux de la vie ne rentrent pas dans ces Mmh. textes et ne rentrent pas dans la connaissance. C'est pas une nécessité de cacher quelque chose, c'est simplement que ces connaissances nécessitent une intimité avec la vie, sont Oui, pertinentes dans cet espace d'intimité-là. Donc c'est un peu comme une relation amoureuse, c'est pas forcément secret, mais qui peut vraiment goûter la relation amoureuse excepté les 2 amoureux? Et bon, on peut faire un film, mais ça prend justement tout un film pour faire ressentir la petite flamme, mais ouais, c'est beau, c'est vraiment intéressant. bah, Mais en bon. fait, si tu veux, je vais prendre une histoire qui m'est arrivée justement avec le père de mon maître, qui était aussi mon maître, qui est mort à 103 ans, Tankapan Vediyar, qui lui, clairement, n'a pas tout transmis, Ah, ni à son fils, ni à ses shishyas qu'il avait lui-même. Et OK. bon, assez en réaction avec ça, je me dis: «C'est dommage, il va partir alors qu'il n'a pas tout transmis». Mais en fait, il a trouvé certaines notes d'amour avec certains de ses élèves qui a fait qu'il a transmis des connaissances de plantes à certains, le pouls à certains, mais sur l'astrologie, il n'a pas trouvé en fait de récipient amoureux pour pouvoir hydrater ça. Et il part dans sa mort avec cette connaissance. Alors, nous, avec notre avidité et notre mental d'occidental, on se dit: «Beh, attends, c'est perdu à vie». Non, 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 pour eux, dans nos traditions, dans ces traditions, la connaissance est toujours là Mmh. et il y a besoin d'être amoureux à nouveau, Pour la et dans redécouvrir. cet amour, de pouvoir canaliser cette connaissance qui est toujours là en vérité. Ouais, ouais, ouais. Cette connaissance, on l'a déjà en nous. C'est la relation amoureuse avec la notion de filiation et de tradition ou de maître à élève qui va déclencher un processus de reconnaissance. Mmh. C'est typique de la main gauche, hein. Souvent dans la main gauche, on parle de tout un tas de fonfronnage, de magie noire. Non, non, la relation à la main gauche dans le tantra, c'est une relation amoureuse. Tout ce qui n'est pas aligné avec cette relation amoureuse à la vie est réveillé dans l'hydratation qu'on se fait dans un rapport
dans l'enseignement et d'intimité à la vie qui va faire remonter en fait de ce champ de la peur énormément de traumatismes, de blessures, de culpabilité, qui sont là comme des phénomènes obstructifs à ton propre rapport à toi-même, à la vie et à cette connaissance. Puis cette connaissance fait partie de la vie, c'est l'Ayurveda, la connaissance de la vie, qui est en fait un rapport amoureux à la vie par les gunas, comme tu l'expliquais très bien tout à l'heure. Les gunas sont le solfège de notre relation amoureuse à la vie. Chaud, froid, sec, humide, léger, lourd. Ok. Tout ça est une danse, est une relation amoureuse avec ce que tu bois, ce que tu manges, ce que tu touches, ce que tu vois, comment tu interagis. Et la connaissance de l'Ayurveda émane de cette relation-là. Donc Mhm. si tu n'as pas cette propre relation avec toi-même et avec le monde, bien sûr, très très vite, l'Ayurveda enfin, ta perception de l'Ayurveda va être une ouverture qui tout doucement va quand même se refermer sur quelque chose d'assez sec et te Mhm. séparer de la vie parce que tu vas rester exclusivement attaché à une traduction littéraire des textes et une pratique, s'il en est, extrêmement séparée en fait de l'Ayurveda. C'est très intéressant pour moi, puis ça me donne envie de faire un rebond vers la notion comme quoi j'aimerais vérifier si tu le vis comme ça dans ta pratique, mais moi, dans ma pratique, je croyais lorsque je suis arrivé, puis par ma pratique, je veux dire ma relation thérapeutique avec les bénéficiaires, avec les gens qui viennent me voir en consultation. Je croyais qu'au fil de ma carrière, j'allais apprendre de la naturopathie, des astuces avec des plantes, avec des nourritures, et là, je dirais que, bon, c'est un chiffre, ça veut rien dire, mais 90-95 de ce que j'ai appris, c'est, contextualiser cette naturopathie dans la vie de la personne et aider la personne dans sa propre quête intérieure. Ça peut sembler très abstrait comme ça, mais c'est plus Non, je puis te ça suis. peut ça Ouais. s'exprime à différents niveaux chez différentes personnes. Il y en a que ça va être un besoin de traverser certaines barrières psycho-émotives. Il y en a que ça va être de se réaliser dans un domaine de leur vie. Mais c'est comme si tout l'aspect subtil, heu, prenait une importance, en fait, était un verrou. Si c'était pas adressé, il y a rien qui bougeait. Puis la naturopathie ou les trucs de plantes, d'alimentation, de mode de vie de base, soit s'en trouvaient bloqués ou moins efficaces et au final, je me suis fait l'explication à moi-même. Je me suis dit: «Mais pourquoi?» Dans l'Ayurveda, il y a beaucoup d'instructions naturopathiques. Il y a beaucoup dans Mm. l'Ayurveda, je dirais, universitaire, là, Charaka Samhita, et cetera. Je me suis dit, ben, puis aussi avec les médecins en Inde aujourd'hui, j'en ai fréquenté plusieurs, quelques dizaines en Inde. Je me suis expliqué à moi-même, je ne sais pas si c'est la même chose tu te l'expliques de la même façon, mais qu'en Inde, il y a beaucoup de sources d'inspiration au niveau de la croissance personnelle. Chacun a trois, quatre figures autoritaires à ce niveau-là. Il y a beaucoup l'astrologie qui a été évacuée de la pratique ayurvédique qui, à mon avis, donnait l'occasion de parler de toutes ces choses-là, de la famille, des aspirations. Dans l'astrologie, on y retrouve toute cette dimension subtile. En Ayurveda, on a quelques mentions des aspects subtils. On a les 5 koshas qui appartiennent davantage à la métaphysique Samkhya, puis qui sont plus explorés dans le yoga. Mais je me suis dit, c'est comme si on avait retiré, ou plutôt simplement le mandat s'est déplacé à d'autres individus. Et les gens, lorsqu'ils vont voir un thérapeute ayurvédique en Inde, un Vaidya, ils ont un bobo, ils sont malades, sont déjà allés voir, ils ont déjà discuté avec le sadhu au coin de la rue ou le gourou de la famille, où ils ont été voir deux, trois astrologues, puis ils viennent voir le Vaidya pour régler leurs problèmes de santé. Donc, j'ai comme l'impression qu'il y a une forme de déconnexion. Puis pour faire le pont avec ce qu'on disait, ben, dans la vie, dans le mouvement de la vie, il y a toutes sortes de subtilités. Il y a ce langage de l'amour, il y a l'être dans toute sa subtilité. Et j'ai l'impression que l'Ayurveda ne prend vie que lorsque on le replace dans ce contexte
et que c'était pas nécessairement évacué dans le Charaka Samhita, mais ce n'était pas le propos, que les autres sujets plus subtils étaient abordés dans d'autres corpus Alors, ou dans d'autres sphères. là, Comment permets-moi tu... de alors je suis entièrement d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, pour la plupart des médecins en Ayurveda, puisqu'on va les appeler comme ça, hem, il y a souvent un manque il peut y avoir un manque de subtilité. Dans du coup l'utilisation de moyens ayurvédiques, naturopathiques pour arriver à des fins, sur un regard très symptomatique en fait de la personne qui est consultée. D'accord? Donc on va utiliser telle plante pour ça, telle plante pour ça. Voilà, il y a même beaucoup de Védias qui ont leurs protocoles qui sont déjà bien rodés, ils savent que ça marche, pour un œdème à l'abdomen, pour une hémorroïde, voilà. Et derrière même Vata Pitta Kapha, des fois sont complètement inexistants en fait dans leur approche. Après, là où je suis moins d'accord, c'est dans la lecture des textes. Pour moi, il y a plus de descriptions du corps subtil et de comment il marche dans les textes d'Ayurveda, souvent, que dans les textes de yoga. C'est impressionnant de voir en fait comment Charaka, par exemple, décrit l'action des Vayus. Hein, dans le chapitre 12 de la Sutrasthana de Charaka, on a tout un chapitre sur les Vayus qui est extraordinaire. Le chapitre 28 de la Chikitsasthana aussi de Charaka est extraordinaire sur la compréhension des mouvements de l'énergie dans le corps. Aucun texte de yoga, à ma connaissance, ne va autant en détail sur les Vayus et les mouvements du prana dans le corps d'une manière pratique que ce qu'il y a dans la Charaka Samhita. Dans Sushruta, pareil, tu as la description des shrotas, des nadis, mais surtout des dhamani, des siras, qui sont des canaux qui tombent sous la houlette des nadis, de leur rapport au nombril et de leur mouvement vers le haut, vers le bas, à droite, à gauche, de leur rapport au sens et au monde subtil, qui est extraordinaire. Mais bien sûr, si tu le lis au sens propre en tant que médecin, bon, voilà, on essaie de dire les dhamani, c'est des artères, les siras, c'est des veines, hop, on t'emballe ça, ça Mhm. c'est... Non, Sushruta ne décrit pas des artères. Sushruta ne décrit pas des veines. Il décrit ce qu'on appelle dhamani et il décrit ce qui est sira. Sira et sira, dhamani et dhamani. Le problème, c'est que souvent, en voulant corréler des choses pour leur donner un sens que nous, pour nous, ça soit intelligible dans ce monde moderne, enfin occidental ou indien, enfin oriental, pour essayer de s'attribuer des choses anciennes, ils disaient ah vous voyez les anciens ils parlaient des artères hein, quand même donc ils sont pas Mhm. si bêtes que ça. Bah non, en fait, je suis désolé, on est en train d'évaluer l'Ayurveda en essayant de faire des corrélations qui nous empêchent de voir le sens qu'il y avait derrière le mot Dhamani, comment il était branché dans le corps et qu'est-ce que ça représente Ouais, dans la dimension corps-esprit et grossier subtil. Le ouais, Dhamani se situe entre ça, en fait. Et derrière, quand on le comprend comme ça, on ouvre la compréhension du corps physique et subtil d'une manière incroyable. Mais si on s'attache à rester sur la corrélation, ces tubes-là sont des artères et non, 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 non. Si on se perd là, on bloque quelque chose ouais. et on bloque toute la compréhension de tout un tas de versets qui sont autour de ce chapitre que personne ne comprend et qu'on se dit bon bah ça c'est soit de l'anthropologie, voilà c'est de l'histoire de la médecine ancienne, voilà c'était leur vision de l'époque, nana. Mais pourquoi ça serait pas pratique aujourd'hui? Et comment ça peut être pratique aujourd'hui? Bah, de pouvoir essayer de recapter ce que l'auteur a voulu exprimer, non pas en essayant de comprendre parce que nous on comprend aujourd'hui, mais de ce que lui il comprenait. Et pour ça, de se remettre dans un contexte culturel, d'époque, et de se remettre en rapport aussi avec toutes les sciences que comprend l'Ayurveda, selon moi, mais qu'on met autour de l'Ayurveda, Tantra, Yoga, Jyotish, Oui, et c'est à ça que je fais référence davantage que bon dans le yoga, je faisais référence aux 5 koshas qui sont légèrement parfois explorés, mais ça dépend c'est pas dans les textes yogiques. D'ailleurs, il y a assez peu de textes yogiques comparé aux très textes peu. ayurvédiques. Je parle de Euh, Kosha d'ailleurs, hein. Je crois qu'il y en a, si tu veux, il y a, cinq- je crois que dans la, il y a euh, les 5 koshas. ouais, Brahma, la Taittiriya Upanishad qui en parle.
et une autre Upanishad, c'est tout. Et Ouais. du coup, vu qu'il y a un enseignant de yoga très célèbre, il y a de ça presque un siècle, qui a sorti ça de ce texte-là, aujourd'hui on pense que c'est dans tous les textes de yoga. Non, Non. c'est un point de vue Ouais. d'école particulière Ouais. qui a mis en place cette dimension des koshas. Voilà. Et derrière, c'est un centième de toute la tradition Tout à yogique qui parle de ça. C'est Donc, plus c'est plus le Jyotish, le tantra. Ben, en fait, c'est tout ça, mais c'est la nécessité de rapatrier. Puis dans les aspects subtils, il n'y a pas que pranamaya kosha, les mouvements énergétiques dans le corps. Dans les aspects subtils, il y a aussi la direction de vie, l'importance le chemin de l'âme, l'importance du dharma individuel. Des notions qui, bon, on peut les théoriser, mais j'ai l'impression que dans les voies un peu plus de la main gauche, dans les voies un peu plus tantriques, dans justement chez les Natuvadiya ou les voies un peu moins académiques, on a rapatrié un peu plus ces aspects-là et certains médecins ayurvédiques vont avoir aussi ces qualités-là ou vont, puis c'est tellement difficile, vont pratiquer aussi le Jyotish. Il y en a très peu qui arrivent parce que c'est très exigeant. Mais j'ai l'impression que le Jyotish, et anciennement, c'était inconcevable qu'un médecin ayurvédique, un Vaidya ancien pratiquait toujours le Jyotish. Et j'ai l'impression qu'il y avait, bon, enfin, c'est ce qu'on raconte, peut-être que tu me diras autrement. enfin, je fais ça parce que je suis d'accord, je suis un peu à l'inverse. On est dans le. C'est comme, ah ouais, on a perdu. Mais c'est dans le Jyotish, là, ça ouvre, bon, tu sais, la maison de la famille, il y a la maison de. Donc, dans toutes ces dimensions-là qui viennent, je dirais, j'aimais bien ton terme tout à l'heure, réhydrater l'Ayurveda, qui viennent. euh, Parce que l'Ayurveda n'est pas antithétique à ça, tout au contraire, mais ça devient disons, des points de référence sur lesquels, mis en relation avec ces autres points de référence, là, il y a quelque chose qui devient encore plus vivant, qui se complète. Enfin, c'était surtout ça mon propos par rapport à la subtilité, mais je suis Oui, content que tu soulignes tous les aspects subtils qu'il y a dans le charaka, effectivement, surtout au niveau oui, de Pranamaya ouais, Kosha. ça, il faut pas, franchement, il faut pas le négliger. Il y a Non, un ouais. travail monstrueux à faire sur les pépites qu'il y a dans ces textes qui ouvrent justement des concepts Hmm. exclusivement dans le yoga. Et c'est là où tu vois que ces textes s'organisent depuis le corps subtil, depuis une expérience d'hydratation, c'est-à-dire de yoga. L'expérience d'union, c'est une expérience d'hydratation, comme quand tu te mets dans un lac et que pouf, tu te laisses complètement toucher en fait par l'eau. Il y a une communion, si tu veux, quelque part. Et l'Ayurveda est une science qui est issue de cette communion entre le rapport des gunas qui se font partie de toi et des gunas qui font partie de la nature, qui sont les mêmes, et qui à un moment viennent se correspondre et communiquer, échanger entre eux, et qui va te donner ce sentiment d'hydratation où derrière, une forme de reconnaissance de quelque chose peut se faire, et c'est là Hmm. où tu as un peu, entre guillemets, des révélations ou des tips, tu vois, qui t'ouvre sur ta compréhension de toi, de l'univers, de ta place. Et l'Ayurveda vient de là. Et dans Hmm. les textes, c'est très clair. Ces gens-là étaient des gens branchés, mais pas branchés simplement intellectuellement. Ils étaient branchés dans leur expérience de la vie. Ok. Voilà. Et Fabuleux. l'Ayurveda ne vient pas exclusivement des Védas. Non, 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 certainement. Non, voilà, on vient. Une vision très védique, centriste, sanskritiste, C'est ça. qui est souvent d'ailleurs encouragée par certaines sources indiennes, mais qui n'est pas toujours complète. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les universités, on a tendance à avoir un Ayurveda que bien sûr on va faire correspondre au Veda le plus possible, d'ordre brahmanique, avec le sanskrit, et que tout ce qui n'est pas ça, en fait, on le dégage un petit peu, parce que Mhm. ça fait tâche, parce que, vu que dans les postes administratifs et gouvernementaux de l'Inde, il y a tendance à avoir des gens aussi pour qui c'est arrangeant aussi. Il y a un truc aussi très politique, hein, il ne faut pas se voiler la face non plus, Ouais. qui fait que c'est comme ça, alors que la connaissance de l'Ayurveda est dans toutes les cultures de l'Inde,
Il y a même des choses parmi la médecine Unani, Mhm. on va dire arabo-persienne, on va dire gréco-persienne, qui a nourri l'Ayurveda et qui s'est fait nourrir par l'Ayurveda. Dans la médecine tibétaine aussi, il y a des choses qui, moi, me permettent, parce que je suis friand aussi de voir ces systèmes autour, qui me permettent de mieux comprendre l'Ayurveda sur des concepts qui ne sont plus transmis peut-être correctement, ou je ne comprends pas en tout cas avec le langage d'Ayurveda des textes anciens, et qui ont été gardés en pratique dans des traditions tibétaines ou arabes ou chinoises, et qui m'intéressent de remettre dans le contexte de l'Ayurveda. Ça ne m'intéresse pas d'aller piocher dans la médecine chinoise et de faire un espèce de truc d'un mélange des deux. Non, je vais voir qu'est-ce qui a été gardé Mhm. dans la pratique de la médecine chinoise, qui me parle d'un concept ayurvédique qui est peu exploré et qui mérite plus de lumière, et de voir que vu que le principe essentiel, il est universel, qu'on m'en parle en Chine, au Tibet ou en Grèce, je m'en fous. Tant que moi, ça me permet d'éclairer la science que j'explore et de la faire parler pour la rendre concrète aujourd'hui, sa provenance, je m'en fous, puisque Ouais. on va pas se leurrer, l'Ayurveda a nourri tous ces courants-là. Oui, ça a été, c'est comme le cœur des vaisseaux sanguins qui émettent et qui Ah oui, ça revient ensuite à l'Ayurveda. tout à On, fait. on va devoir s'interrompre parce que c'est tout le temps que nous avons, mais je pense que si on a la chance à nouveau de se donner cet espace, on manquerait pas de jus, de sujets à explorer, je le souhaite. On verra si nos vies occupées nous permettent cet échange très riche. Donc pour aujourd'hui, je vais devoir conclure à regret, mais simplement, je vais me rabattre sur les prochains échanges que nous pourrons avoir. Avec grand plaisir. Ce fut extrêmement agréable et un honneur. Merci, Valia Narendradas. Nous nous reprendrons. Nous reprendrons. Au revoir. Au revoir.